Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans le numérique pour tous, l'émission dédiée au digital, à l'innovation et à la tech responsable. Alors cette semaine s'est achevé le salon des maires et des collectivités locales à Paris, la grand-messe annuelle qui permet de trouver des solutions pour équiper nos villes et nos campagnes. On a pu bien sûr y rappeler l'essor du numérique, néanmoins le temps est venu de rassurer les citoyens. En effet, comment éviter que les antennes et autres équipements techniques ne viennent détruire nos paysages? Comment accéder aux services publics et payer ses impôts en ligne quand on n'a pas de réseau? Et comment les acteurs publics peuvent-ils s'engager à former les citoyens les plus éloignés du numérique? C'est ce que nous tenterons de comprendre avec nos invités. Le numérique pour tous, spécial collectivité, c'est parti et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et pour commencer cette émission, nous avons le plaisir de recevoir le député des Bouches-du-Rhône et adjoint au maire de Marseille, monsieur Laurent Lardy. Bonjour, on est ravis de vous avoir en plateau aujourd'hui. Ravi d'être avec vous également. Merci. Alors avant de commencer, Laurent, vous étiez à la grande messe annuelle du Salon des maires et des collectivités cette semaine. Il y a toujours une frénésie d'équipement avec l'IA, ou alors on commence à avoir une approche un peu raisonnée et puis la part de voix des citoyens devient un peu plus prégnante, on va dire. Ça se calme. Je pense qu'on arrive maintenant à une réflexion sur la sobriété qui est extrêmement importante dans ce qu'on appelle maintenant, de manière globale, le numérique responsable. C'est se poser la question de ce dont on a véritablement besoin, de rationaliser pour ce qui concerne les collectivités, les écoles, les achats, pour avoir ce qu'il faut et pas à l'excès. Et en tout cas, c'est pas en achetant du matériel. Il faut mener une réflexion beaucoup plus en profondeur pour répondre aux besoins. Alors néanmoins, il y a néanmoins un essor, qu'il s'agisse dans l'éducation, l'emploi, les loisirs, la santé. Comment on appréhende le sujet quand on est une collectivité avec la variété de sujets qui existent et puis toutes ces technologies, et je pense notamment à l'IA. Comment on est formé, informé, comment on arrive à avoir du recul pour prendre les bonnes décisions? On s'équipe, les élus peuvent avoir, c'est mon cas, c'est le cas d'un certain nombre d'élus à la ville de Marseille, une forme de culture, mais il faut surtout avoir des services compétents. Donc on a recruté, et puis on avait déjà au sein de la ville de Marseille des ingénieurs, des gens tout à fait compétents qui font également des stages lorsque de nouvelles technologies arrivent et qui sont capables de conseiller les élus qui ensuite prennent les bonnes décisions. Alors ces évolutions, on le disait en introduction, elles suscitent quand même chez nos concitoyens de l'enthousiasme, mais aussi des attentes, voire des inquiétudes. J'ai envie de vous demander, vous n'avez jamais été partagé quelque part entre le choix d'une technologie pour son prix, pour son économie et ses effets délétères, et justement elle n'est pas durable. Comment on arrive à jouer un peu et à mesurer? On a tout à fait, on est allé faire des choix. Par exemple, je donne un exemple très concret, c'est qu'à un moment on a décidé que pour alimenter les besoins des écoles en matière d'informatique pour les enfants, donc pour les élèves, donc pour des tablettes et des ordinateurs, on allait reconditionner des matériels qui appartenaient à la ville de Marseille. Donc c'est une marque avec laquelle on a pu prendre, un constructeur avec lequel on a pu prendre un accord. Et lui nous a autorisé à faire des choses et nous a fourni du matériel de reconditionnement qui fait qu'aujourd'hui on est capable d'utiliser des ordinateurs ou des tablettes qui ont entre 5 et 8 ans et qui vont dans les écoles et qui sont extrêmement performants. Donc voilà typiquement le genre d'action qu'on peut mener pour plus de sobriété, pour plus d'économie aussi, parce que c'est du matériel reconditionné, c'est du matériel qu'on n'achète pas. Alors justement, à Marseille, il y a une demande citoyenne qui a émergé pour avoir une réflexion approfondie sur le numérique, pour ce fameux numérique responsable. Ce sont des mots ou ce sont des réalités très concrètes? Non, c'est des réalités très concrètes. C'est vrai que vous avez eu pendant des années des chartes entre les villes et les opérateurs. Nous, on a tenté de passer dans un premier temps une sorte de charte 2.0, une justement qui intègre toute la réflexion du numérique responsable, partagé entre les collectivités et les opérateurs. Ça n'a pas été possible dans un premier temps. On a fini quand même par trouver un opérateur. Il se trouve que c'est celui que j'appelle toujours l'opérateur historique Orange qui a accepté de passer cet accord avec nous. Et donc là, ça nous a permis d'avoir une vraie réflexion, parfois un peu de confrontation, mais en tout cas de construire ensemble une approche différente du numérique, en particulier sur cette question dans le numérique responsable qui est celle de citoyens qui n'ont pas spécialement accès à des technologies ou qui n'ont pas la formation et qui, par exemple, pour remplir leur feuille d'impôt en ligne, ont besoin d'être aidés et d'être accompagnés. Donc c'est ça qu'on met aujourd'hui en place. Mais c'est quoi les inquiétudes très concrètement? C'est que les antennes bouleversent le paysage? De quoi ont peur les citoyens?
Oui, alors les antennes deviennent de moins en moins un problème parce que les opérateurs trouvent aussi beaucoup de solutions pour les cacher, voilà. Et puis je pense qu'il y a de moins en moins d'inquiétude par rapport à ce qu'on appelle les ondes radioélectriques. Je pense que les études qui sortent au fur et à mesure permettent de rassurer. La phobie de la 5G à l'époque, des choses comme ça. Oui, mais la ville, nous, on s'est engagé à faire quelque chose. Nous, on a dit, non, on va vous donner de l'information. Donc on mesure. Donc on fait des grandes campagnes de mesure sur l'ensemble de la ville à proximité des antennes, y compris des nouvelles antennes 5G, et on rend cette information publique. Et donc ça permet déjà de rassurer, parce que l'information publique, elle permet de voir quand même que ces antennes émettent largement en deçà des seuils qui sont autorisés. Alors au-delà des gros équipements d'infrastructure, un numérique responsable, c'est aussi de permettre l'accès aux citoyens. Il y a 30% de citoyens qui sont dans l'électronisme, c'est-à-dire qui ne se savent pas ou qui n'ont pas d'ordinateur. Est-ce que la ville a un engagement justement par rapport à ses citoyens, parce que c'est difficile de payer ses impôts quand on n'a pas d'ordinateur? Oui, alors et je pense que les collectivités réfléchissent toutes comme ça, c'est-à-dire qu'on a repéré plusieurs dizaines de grandes associations, petites et grandes associations, qui travaillent sur justement l'éducation numérique, et on a décidé de les aider. Donc on les soutient sous forme de subvention la plupart du temps de la ville. Dans le cadre de l'accord qu'on a passé avec Orange, Orange a fait une magnifique opération sur Marseille avec nous, c'est-à-dire qu'ils nous ont demandé d'identifier ces associations pour pouvoir leur distribuer des matériels très récents qu'ils avaient reconditionnés. En fait, je crois qu'ils avaient changé le matériel de leurs salariés au moment du confinement. Ils leur avaient donné des portables plutôt que des fixes. Et là, on a pu récupérer 1000 ordinateurs, plus de 1000 ordinateurs qui ont pu être distribués à ces associations à Marseille. J'aimerais quand même ajouter une chose, c'est qu'en parallèle, nous ne sommes pas dupes. On sait très bien qu'il y a beaucoup de gens qui n'arriveront jamais mais on peut leur donner du matériel, de la formation, ils auront toujours du mal. Donc, la ville continue à développer, par exemple, les bureaux municipaux de proximité. C'est là, par contre, des lieux bien physiques dans lesquels les gens peuvent venir pour faire toutes leurs démarches administratives, parce que le numérique, aujourd'hui, ne peut pas se substituer à 100% des besoins. Laurent, on en vient à l'IA, qui est incontournable, qui a une consommation exponentielle. Vous arrivez à avoir une visibilité pour que la facture ne soit pas, elle aussi, exponentielle dans les années à venir, ou pour l'instant, vous apprenez en avançant? C'est moins une question de facture qu'une question de disponibilité de l'énergie. Aujourd'hui, si je prends le cas de Marseille, on a des besoins pour, par exemple, électrifier les navires de croisière à quai. On a des besoins pour développer des réseaux de bus électriques. On a des besoins pour alimenter des centres de données, des data centers qui sont très nombreux sur la ville. Et les opérateurs historiques, distributeurs énergéticiens, nous expliquent qu'aujourd'hui, ils ne sont pas capables de fournir. Donc il va falloir faire des choix. Il va falloir faire des choix parce qu'aujourd'hui, on ne dispose pas de l'énergie électrique en quantité suffisante pour tout alimenter. Vous évoquiez tout à l'heure la montée en compétences, on va dire, de vos équipes, et vous recrutez des ingénieurs, mais on sait qu'on manque d'ingénieurs en France aujourd'hui. Comment les services publics arrivent justement à y remédier? Vous avez une force de frappe qui est aussi importante qu'une entreprise privée? Oui, largement. Vous savez, il y a 17 000 personnes qui travaillent à la ville de Marseille. On a une politique de recrutement qui est extrêmement agressive parce qu'on est en concurrence avec d'autres collectivités. Et donc, Marseille possède quand même pas mal d'atouts pour attirer du monde, si vous voulez. Puis on est une ville qui, depuis quelques années, est en train de se régénérer complètement. Donc on se rend compte qu'on arrive à attirer des talents parce qu'ils ont envie de participer à cette aventure d'une ville qui est en train de renaître, mais en conservant des valeurs profondes, ancrées, une ville tournée vers la Méditerranée, sans aller même dans les atouts du soleil plus de 300 jours par an et des températures agréables. Qui vous accompagne, qui vous forme vraiment au quotidien pour avoir cette vision prospective? Il y a des cabinets de conseil, il y a justement ces ingénieurs dont vous parlez, ces jeunes générations. Comment vous arrivez justement à avoir un coup d'avance aujourd'hui dans les services publics? Écoutez, alors là, oui, pour le coup, moi je sais par exemple qu'on a parmi les adjoints au maire Christophe Hugon qui vient du Parti Pirate et qui est arrivé avec une formation d'ingénieur, de chercheur, et qui a par exemple été le premier à aller convaincre les services qu'il n'était pas totalement, qu'il fallait travailler encore plus à fond sur les logiciels libres, et c'est sous son impulsion qu'on a développé ça. Donc, mais lui-même est en dialogue avec des gens qui ont été recrutés à l'intérieur des services de la ville de Marseille, qui sont d'un très haut niveau de compétences, et c'est ça, je pense que
pour rendre un bon service public, il faut être au top de l'information et je pense qu'aujourd'hui à Marseille, en tout cas, c'est le cas sur ce sujet. On va conclure sur la souveraineté. On sait que nos données circulent, on sait que beaucoup de matériel vient d'outre-Atlantique. C'est aussi un choix et un débat et une posture de votre côté ou alors le sujet n'est plus d'actualité aujourd'hui? Si, il l'est. Bon, on a un débat sur Marseille avec le développement des data centers puisqu'on a un opérateur principal. On a besoin de développer les centres de données en France, donc ils sont construits un petit peu partout. La question qui se pose aujourd'hui, c'est que lorsque ce sont des entreprises étrangères, en particulier une entreprise américaine, c'est le cas, attention, parce qu'elle est soumise au Patriot Act, c'est-à-dire qu'elle peut faire à peu près n'importe quoi à partir du moment où l'État... Du moins ce qu'elle veut. Voilà, oui, la NSA lui demande par exemple de fournir des données, elle est obligée de le faire. Donc voilà, donc il est important aujourd'hui de mener une réflexion, et ça c'est plutôt dans ma peau de député, de parlementaire que je le dis, de mener une réflexion approfondie sur l'indépendance française, l'indépendance européenne. Il faut qu'on crée des champions français et européens parce que cette guerre-là, et c'est une vraie guerre sur le numérique, elle va continuer de se développer et il faut qu'on ait les armes pour se battre. C'est une belle intention, vous y croyez encore, vous êtes optimiste? On s'est donné les moyens de le faire ou c'est trop tard? J'y crois, j'étais l'autre jour dans une conférence avec le fondateur de Mistralia et oui, je crois qu'on peut créer des champions français, on peut créer des champions européens. Voilà, il faut juste pas louper la marche. Merci beaucoup Laurent Lardy, je rappelle que vous êtes député des Bouches-du-Rhône et adjoint au maire de Marseille. Restez avec nous, on marque une courte pause et dans quelques instants on vous fera découvrir les choix cornéliens auxquels nos élus sont confrontés pour équiper des dernières technologies leur territoire de manière durable et responsable. Le numérique pour tous, ça continue dans quelques instants et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et pour continuer cette émission spéciale numérique et territoire, nous avons le plaisir de recevoir Philippe Latombe, député, membre du groupe Modem, secrétaire de la commission des lois. Philippe Latombe, bonjour. Bonjour. Ravi de vous avoir en plateau. Alors Philippe, on l'a compris avec Laurent Lardy, député des Bouches-du-Rhône, c'est pas évident pour nos élus de s'assurer que les infrastructures numériques déployées respectent systématiquement les normes de souveraineté, de sécurité de données ou de frugalité énergétique. Comment on peut s'assurer quand on est un élu qu'on fait les beaux choix? Qui vous conseille? D'abord, et puis il y a eu le Salon des maires cette semaine, un grand satisfecit aux collectivités, notamment les agglomérations, les départements et les régions qui ont fait des très bons choix depuis quelques années sur l'ensemble des domaines que vous avez indiqués, notamment souveraineté et frugalité. La cybersécurité reste un sujet qui est à part entière. Comment on fait un choix? Je pense que ils ont fait des bons choix parce qu'un certain nombre de ces chantiers ont été portés par des élus très engagés dans le numérique et qui donc se sont acculturés complètement au numérique et sont généralement dans le secteur privé des gens issus du numérique. Et donc, il y a une sorte d'intuitu personae entre la collectivité et cet élu qui fait ensuite pousser les bons choix. Il y a une nouvelle génération d'élus. Il y a une nouvelle génération d'élus. Voilà. Effectivement, il n'y avait pas une grande connaissance du numérique, on va dire, en politique. Ça reste vrai au niveau exécutif, à la tête des conseils municipaux, des conseils d'agglomération, mais il s'appuie sur des vice-présidents ou sur des élus qui sont en charge de ces dossiers-là, qui les connaissent, et ça aide beaucoup. Et puis, les collectivités ont toujours une grande culture de la proximité avec leurs fournisseurs. Et c'est pas pour rien que les collectivités achètent assez régulièrement pour les cantines scolaires de la nourriture bio et en circuit court. Et bien pour le numérique, ils font pareil, ils s'appuient sur des compétences locales et qui sont des compétences qui sont assez ouvertes à ces sujets de souveraineté, de frugalité et de cybersécurité. Enfin, compétences locales, quand on ne peut pas faire autrement qu'acheter américain, la souveraineté, on la bypasse. Alors, les collectivités ne sont pas encore allées beaucoup dans le cloud, qui est l'endroit où les hyperscalers et donc les Américains sont très présents. Oui, il y a des solutions techniques américaines, forcément. On utilise tous, ou les collectivités utilisent beaucoup du Microsoft. On n'a rien contre, mais c'est pour pas se raconter de l'Office 365 et ce genre de choses. Mais globalement, sur les architectures, ce sont plutôt des architectures souveraines. Ils s'appuient sur des industriels européens et français en particulier qui sont de bon niveau, que ce soit des opérateurs de télécom ou que ce soit des cloud providers français. Et puis, les régions ont tendance, depuis quelques mois, à vouloir mutualiser des systèmes de cloud en construisant leur propre data center et en nous ouvrant ensuite aux autres collectivités autour et aux entreprises qui sont sur leur territoire. Ce qui donne une forme de souveraineté et ce qui permet aussi de s'assurer de la frugalité des systèmes. Mais quand on est un élu, on n'est pas un peu schizophrène entre la sécurité et l'économie quand on fait un choix au service du budget de sa localité, on va dire? C'est de plus en plus vrai, en plus avec la question des restrictions budgétaires pour les collectivités. Mais il n'empêche que les collectivités ont compris d'abord, qu'elles pourraient faire des gains de productivité dans leur système d'information et dans les moyens
généraux qu'elles mettent au profit de nos concitoyens, en mutualisant des choses, en rationalisant les choses, en utilisant le numérique comme une source d'amélioration du service public. Ce sont des services publics de proximité, il ne faut pas l'oublier. Donc ils sont à portée d'engueulade de nos concitoyens. Donc ils ont compris que le numérique allait les aider. Et puis ils se sont rendus compte aussi qu'ils avaient absolument besoin, dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité, de se muscler. Et la seule façon de se muscler, c'était de faire une cartographie de leur système d'information, de les modifier, de les faire monter en compétences, et donc de faire des investissements. Et aujourd'hui, on voit bien que des communes, quand elles se sont fait attaquer, ont tendance ensuite à très fortement monter en compétences. Et autour d'elles, toutes les autres communes montent en compétences aussi. On va parler de l'intelligence artificielle. On sait qu'elle est de plus en plus utilisée, mais surtout que la conséquence, c'est qu'elle va utiliser de plus en plus d'électricité. Donc un jour ou l'autre, la facture va tomber, sachant que les moyens des collectivités ne sont pas non plus extensibles. Est-ce qu'on est en mesure d'anticiper et d'avoir des chiffres, ou pour l'instant on se laisse porter et on subit? On n'a pas vraiment de chiffres encore, parce que c'est très récent. L'IA est peu utilisée par les collectivités encore, mais ça commence à venir parce qu'elles ont beaucoup de données sur nos concitoyens, des données de circulation, des données financières, des données d'état civil, un certain nombre de choses. Et donc elles vont beaucoup les utiliser, beaucoup faire fonctionner l'IA. Les collectivités sont aussi ont commencé la transition écologique beaucoup plus tôt que beaucoup de monde, non seulement parce que l'énergie coûte cher, mais aussi parce qu'elles ont beaucoup de bâtiments publics à chauffer, et donc elles sont entrées dans des cercles vertueux de création de panneaux photovoltaïques sur tous les bâtiments publics, d'éoliennes là où elles peuvent le mettre, et donc elles sont de plus en plus assez autonomes en termes d'énergie, et une vision de l'énergie qui est une vision territoriale et propre. Et ça, c'est valable sur l'ensemble du territoire national. Ce ne sont pas eux qui consomment le plus d'énergie nucléaire aujourd'hui ou d'énergie carbonée, c'est plutôt de l'énergie décarbonée qui est utilisée par les collectivités. Alors, en vous écoutant, on a le sentiment qu'il y a de plus en plus d'ingénieurs qui viennent remplir les rangs, on va dire, des collectivités pour travailler, mais la face cachée, c'est qu'il y a aussi 30% de la population qui est dans l'électronisme. On n'est pas en train de créer une fracture sociale parce que c'est pas possible de former l'intégralité des gens qui sont dans cette transition et qui seront toujours hostiles, on va dire, au numérique. C'est la vraie difficulté. La fracture numérique est là. Il y a eu des progrès qu'il faut quand même souligner. La création des guichets France... C'est des guichets qui sont aujourd'hui ouverts dans les milieux ruraux, qui permettent à toutes les personnes d'avoir un référent et une personne qui vient les aider à faire les démarches en ligne. Et ça, aujourd'hui, ça marche très très bien. Les maisons France Service sont plébiscitées par les personnes qui sont loin du numérique, notamment les personnes âgées, qui aujourd'hui ne savent pas comment changer une carte grise, comment faire une déclaration de revenus, faire une demande d'aide sociale. Et les personnes sont là pour le faire à leur place. Elles le font à leur place en leur apprenant. Et au fur et à mesure de la répétition, elles commencent à devenir de plus en plus acculturées aux choses. Mais c'est vrai que ça reste la difficulté. Les collectivités en ont conscience et conservent des guichets physiques. Vous évoquiez tout à l'heure que chaque collectivité peut avoir justement ses moyens locaux. Mais là, une fois de plus, ça veut dire qu'on va multiplier autant de solutions que de collectivités. Là, on pourrait rationaliser et avoir une sorte de cohérence et de totale interopérabilité entre les collectivités. Il n'y a pas un paradoxe ? Je ne suis pas sûr que ça soit vraiment des couches supplémentaires ou des systèmes différents. La plupart des collectivités, des grandes collectivités, mutualisent leurs infrastructures, mutualisent leurs solutions informatiques et les proposent aux communes qui sont à côté d'elles. J'étais avec le vice-président de Toulouse Métropole, qui est aussi dans Région de France, hier au Salon des maires, et qui nous disait... on est en train de proposer des solutions pour l'ensemble du territoire. Et ce n'est pas simplement Toulouse Métropole, c'est l'ensemble des communes qui sont autour. C'est l'ensemble de la région qui va pouvoir basculer sur ces systèmes. Et les Pays de la Loire font la même chose, et Rhône-Alpes fait la même chose, et la plupart des régions le font. Je pense que c'est la bonne taille pour pouvoir proposer à des collectivités plus petites des systèmes qui sont totalement interopérables et qui sont en plus à l'état de l'art, parce qu'il faut bien en permanence les maintenir, et c'est quelque chose que la région peut faire beaucoup plus facilement, avec beaucoup moins de coûts que des communes ou des communautés de communes de 30 000 habitants. J'entends, mais une seule solution coûterait moins cher qu'un tas de petites solutions locales en termes de rationalisation des coûts. Alors... je ne sais pas si ça coûterait plus cher. Avoir une seule solution qui serait grosse et moins agile. Les prestataires. Oui, mais elle est moins agile. Les communautés de communes, les collectivités ont envie aussi de faire travailler des prestataires locaux, parce que c'est quand même de l'argent des territoires qui doit aller vers les territoires. Et ça poserait un problème constitutionnel, c'est que nous ne pourrions pas imposer une seule solution à toutes les collectivités. Il y a une liberté de choix des collectivités, une liberté d'administration des collectivités. Et globalement, elles le font bien. C'est pas, contrairement à ce qui a été dit assez fréquemment, c'est pas elles qui contribuent le plus au déficit budgétaire. Elles ont un budget de fonctionnement qui doit être à l'équilibre, et elles font de l'investissement qui est limité à une capacité de remboursement qui est comptabilisée en années.
Et c'est des limites qui sont aux alentours de 8 à 10 années grand maximum. Donc il n'y a pas de risque particulier. La multiplication des systèmes est effectivement un problème d'interopérabilité, mais c'est aussi une façon de s'assurer que tout n'est pas totalement ouvert s'il y a une faille. Philippe, on va faire un peu de sémantique. On aime bien mettre les mots après numérique de durable, de responsable, d'inclusif. Est-ce que c'est pas une forme d'hypocrisie pour se donner bonne conscience? Et est-ce que vous n'avez pas le sentiment, vous qui êtes au contact des citoyens, qu'il y a une vraie maturité qui commence à émerger et les citoyens ne sont plus prêts à accepter tout et n'importe quoi? On n'est plus dans l'euphorie d'il y a une dizaine d'années, une vingtaine d'années même sur le numérique. Non, le numérique est rentré comme étant une industrie ou une forme de service comme les autres et qui nécessite de réduire son empreinte écologique, qui nécessite d'être le plus éthique possible, qui pose des questions d'ailleurs en termes de protection des données, en termes d'utilisation de l'IA. Et donc oui, ça commence à devenir quelque chose qui est regardé par nos concitoyens de façon très approfondie sur la question de l'utilisation de l'énergie, de la décarbonation, de l'éthique. Les collectivités sont en première ligne et elles le font plutôt pas trop mal. Je suis plus inquiet sur tout ce qui est étatique et para-étatique qui, lui encore, reste trop centralisé et un peu en dehors des réflexions de nos concitoyens. Un maire, quand il croise quelqu'un dans sa commune et que cette personne lui en parle, on peut légitimement penser et je suis prêt à parier qu'au conseil municipal suivant, il va en parler à ses conseillers municipaux. Donc il y a vraiment une proximité avec nos concitoyens, avec les usagers, qui fait que ces remarques-là sont remontées, sont prises en compte par les élus. Donc le dialogue est ouvert. Philippe Latombe, Laurent Lardy, merci beaucoup pour vos éclairages. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. Et pour prolonger la discussion, on se retrouve sur vos réseaux sociaux préférés et en podcast sur l'application Sud Radio. Je vous souhaite une excellente fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine.